Chef, il y a une chauve-souris, elle est géante. Qu'est-ce que tu me chantes, espèce de crétin? Où ça, une chauve-souris? Ici. Ah, la voilà. Bienvenue pour cette deuxième partie consacrée à la série animée des années 90, Batman. Maintenant que vous êtes au courant de la façon dont la série a été initiée, il est temps de s'attaquer au gros du dossier. Et bien sûr, il serait impensable de ne pas parler de son principal instigateur, Bruce Timm. Dans le genre geek, on ne peut pas faire mieux que ce type-là. Nourri aux comic books, reproduisant depuis sa plus tendre enfance les dessins de ses auteurs préférés jusqu'à en analyser les moindres détails, le petit Bruce Timm rêve de devenir un dessinateur de bande dessinée, suivant des influences aussi diverses que Jack Kirby, Harvey Kurtzman, John Buscema, Wally Wood, Alex Toth, Frank Frazetta ou encore Dan DeCarlo. C'est en étudiant le style de ces auteurs qu'il comprendra l'essence iconographique des comics, comme la façon de poser les personnages, de travailler les ombres et surtout d'élaborer ses plans de façon cinématographique. Fait intéressant, Timm n'a pas suivi des études d'art, nous prouvant que ce futur génie préférera apprendre le métier sur le tas. Son premier pas dans la profession, il le fera chez Filmation. Certes, il se cantonnera aux tâches ingrates, le coloriage, redessiner des décors ou des personnages, etc. Mais cette expérience lui permettra de se diriger vers l'animation. Ses principaux faits d'armes chez Filmation se nommeront Black Star, G.I. Joe, She-Ra et Les Maîtres de l'Univers, une série qui mériterait aussi tout un dossier. Après un bref passage dans les studios de Don Bluth, le monsieur qui a réalisé Le Petit Dinosaure ou Les Aventures de Fievel, Bruce Timm aura assimilé la façon dont fonctionne un studio d'animation. Le voilà prêt à débarquer chez Warner. Fin 80, début 90, les studios Disney connaissent une traversée du désert. Ils vont frapper un grand coup pour reprendre leur place au cinéma, comme à la télévision. Et oui, c'est à cette époque que Disney va réactualiser son catalogue de franchises avec les célèbres Banda Picsou, Tic et Tac Ranger du Risque, Super Baloo et des tas d'autres séries. Les studios Warner vont aussi tenter de rivaliser avec eux. Bon, côté production cinématographique, c'était peine perdue pour eux, mais du côté de la télévision, la série Tiny Toons pouvait facilement faire jeu égal avec les productions Disney. Et c'est d'ailleurs sur cette série que va travailler Bruce Timm pendant un moment. Il travaillera notamment sur le storyboard d'un épisode nommé Dark Duck, qui lui servira de base pour Batman. De son passage chez les Tiny Toons, Timm se fera la main sur des personnages et une animation très cartoonesque, qui apportera une plus-value à la série du justicier aux oreilles pointues. Nommé en tant que directeur artistique de la nouvelle série animée de Warner, Bruce Timm sera rejoint par deux autres collaborateurs essentiels, Paul Dini et Eric Radomski. Ils convaincront les studios en réalisant un épisode test pour situer l'ambiance, le design, les costumes et autres. En tant que superviseur, Timm mettra un point d'honneur à démarquer la série des autres productions d'animation de l'époque. Tout d'abord, il était impératif de se détacher de la direction artistique du film de Burton. Du côté des influences majeures, on peut noter Superman, la série des années 40 de Fletcher, des films noirs comme Le Troisième Homme, Citizen Kane ou La Nuit du Chasseur, des mangas comme précédemment cité Akira ou encore Le Château de Cagliostro, ou des films allemands comme Le Cabinet du Docteur Caligari ou Metropolis. Il impose aussi le design carré et épuré de ses personnages ainsi qu'un style tendance art déco au background. Il est important de le rappeler, mais il était risqué de faire une série dramatique à l'époque, surtout pour un programme destiné à un jeune public. Mais c'est ce que Timm était décidé à faire. Il imposa d'emblée les éléments sur lesquels ses collaborateurs devaient travailler. Un univers sombre et menaçant, style ville américaine des années 30-40, mais dont on ne saurait pas vraiment donner une date. Il se débarrassa aussi de tout ce qui pouvait nuire à la maturité du show, pas de punchline pour Batman, ni de blague sur une référence du moment. Pas de super vilain à chaque épisode, Batman devra aussi combattre des gangsters de Gotham. Il fallait mettre l'accent sur le côté détective de Batman, ainsi que sur sa vulnérabilité d'être humain. Quant aux armes, Timm exigeait que les personnages aient de vraies armes à feu, de vraies armes blanches ou encore de vrais explosifs. Mais là où Timm a été brillant, c'est sur son choix d'animation. Fort de son expérience dans le cartoon, il comprit rapidement que l'animation serait plus fluide si les personnages avaient peu de détails. Cela permet de perdre moins de temps dans les dessins et de créer une animation moins rigide.
Il n'hésita pas à donner des traits cartoonesques aux personnages pour que leurs émotions soient plus palpables. Un personnage comme le Joker est la preuve qu'une animation de style cartoon lui est complètement adaptée. Que ce soit sur le visage ou dans les gestes, l'exagération propre au cartoon donne une meilleure intensité aux émotions que veulent faire véhiculer les animateurs. Pour le découpage des scènes, il fallait aussi éviter que les personnages n'évoluent que dans un seul cadre. La mise en scène est pensée pour imiter le style des comics, ce qui donne des choix de cadrage ingénieux. De l'immensité de Gotham, en passant par les bas-fonds exigus de la ville, de l'incroyable Batcave aux petites ruelles, la série nous offre un enchaînement de plans qui donne encore plus de richesse à cette série. Venons-en en fait. Radomski en charge de l'ambiance de Gotham ou des storyboards, Paul Dini à la plupart des scripts, l'équipe allait vite être rejointe par d'autres artistes phares. Glenn Murakami qui reprendra le travail de Radomski sur les décors, ou Alan Burnett qui fera des merveilles sur certains scénarios. Évidemment, on ne peut pas oublier la musique de la série, avec en tête Charlie Walker. Fais-moi penser à remercier ma chère mère pour les leçons de piano. Elle fera une variation du thème de Danny Elfman pour le générique d'ouverture, mais apportera sa patte sur d'autres thèmes. Comment oublier les thèmes mémorables du Joker, du Pingouin, de Double Face, de Catwoman. Bon, je pourrais continuer longtemps comme ça. Et là où la plupart des autres séries animées se coltinaient 5 thèmes maxi pour toute une saison, Walker et son orchestre composaient des thèmes différents pour chaque épisode. Sur une série de 85 épisodes, y a pas à dire, y en a qui bossent. Toujours dans leur optique de se démarquer des autres séries animées, un soin tout particulier fut apporté au doublage. Salut, moi c'est la fille. Je suis venue donner un petit coup de main au Joker. Andrea Romano, la responsable du casting, savait qu'il était important d'avoir de bons acteurs, mais aussi qu'il fallait les convaincre d'oublier les préjugés sur le doublage de cartoon. Pas question ici, en effet, de surjouer ou de donner un ton grossièrement comique aux personnages. Le résultat est à la hauteur de leurs exigences. Avec un casting de voix incroyable, la palme revenant à Mark Hamill, dont le doublage du Joker reste encore dans les mémoires des fans. Le succès venant, certaines guest stars viendront faire un tour dans les studios, dont Heather Locklear, David Warner, Elizabeth Montgomery, et j'en passe. Le doublage français n'est pas en reste non plus, même si on peut lui reprocher de recycler certaines voix à travers les épisodes, ou de faire des ratés, comme avec les Hommes de Main. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Allez, finissons sur un point moins glamour. Tim et son équipe ont dû aussi se plier aux règles de la chaîne télé concernant la censure. Elles étaient strictes, pas de flingues, Règle ton compte aussi. pas de drogue, Ce sont tes hommes qui lui ont vendu ta drogue. Et je t'ai quitté pour échapper à ton emprise. Notre fils apparemment a eu moins de chance. pas de personnages projetés à travers une vitre, pas d'alcool, pas de cigarettes, pas d'enfants en danger, pas de religion. Vois venir la tourmente et je vois l'apocalypse. Pas de strangulation. Bref, c'était un combat de tous les jours pour que Tim et son équipe puissent faire valoir leur vision. Pour conclure cette partie, Batman la série animée est un vrai exploit en termes de fabrication, puisqu'elle a su réunir des talents qui se sont investis à créer un show d'une authenticité rare. Ce qui fait plutôt plaisir quand on sait que cette série devait répondre à des exigences marketing. Comparé aux autres séries de l'époque, en particulier chez Marvel, où on avait le droit à une animation flemmarde, à des personnages inexpressifs, une production design à vomir, des scénarios qui ne se renouvellent jamais, des séquences tournées intégralement en chant contre chant ou en travelling latéral, avec les mêmes thèmes musicaux encore et encore, Batman pouvait se démarquer sans mal de ses concurrents. Énorme succès à son lancement, classé comme une des meilleures séries de tous les temps, primé dans plusieurs cérémonies, Batman la série animée a eu une grande influence dans le monde de l'animation. Elle permit par exemple la création d'une autre série comme Gargoyles, se voulant comme la réponse de Disney à Batman, mais aussi Spawn, et même Cowboy Bebop, où certains animateurs ayant travaillé pour Batman ont mis à disposition leur savoir-faire. Marvel viendra même chercher Warner pour réaliser X-Men Evolution, quasiment l'unique série Marvel regardable ce jour. Tim et son équipe disposaient donc de bases solides pour continuer sur cette voie, avec en vrac l'excellente série Superman, la suite des aventures de Batman, le sympathique Batman la relève, ou encore le colossal projet La Ligue des Justiciers. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais restez en alerte pour la troisième partie où je vous parlerai des personnages.